L'échiquier international, soyez les bienvenus. Serait-il un vestige de la France coloniale? Le franc CFA, institué en 1945 comme la monnaie des colonies françaises d'Afrique, aujourd'hui arrimé à l'euro, est toujours en cours dans une quinzaine de pays africains. Et c'est là où le bas blesse, ou plutôt où la souveraineté s'évanouit. Car si la puissance d'un État émane aussi et surtout de sa monnaie, on peut par conséquent conclure que les économies des pays de la zone franc CFA serait sous la coupe des autorités financières françaises, le ministère de l'économie de Bercy en l'occurrence. Plusieurs dichotomies sont donc à relever, on va tenter d'en énumérer plusieurs ce soir, mais celle qui nous frappe est tout d'abord la suivante. Comment une monnaie d'une époque révolue, d'un monde si différent aujourd'hui, datant d'il y a plus de 70 ans, où l'Afrique était autre, où le monde était autre, comment cette monnaie peut encore répondre aux besoins des peuples africains de la zone CFA? Comment un franc CFA adossé à un euro trop fort, même pour les peuples européens, regardez donc la Grèce, peut-il asseoir et conjuguer, dégager une croissance d'une Afrique toujours aussi exsangue après plus de 70 ans de libération? Le franc CFA, au-delà de la passion, nous tenterons ce soir d'en comprendre les mécanismes, d'en connaître les effets et surtout de tenter de savoir si des alternatives existeraient pour en finir avec ce que certains n'hésitent pas à nommer tout bonnement la servitude monétaire. « 70 ans après les indépendances, le franc CFA est toujours la monnaie de 15 États africains, c'est-à-dire un peu plus de 200 millions d'Africains et de Comoriens. Pour certains, c'est une monnaie gageant la stabilité, pour d'autres, une monnaie coloniale qui ne répond plus aux besoins des Africains. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Agbo. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit et auteur d'un livre dont le titre ne souffre d'aucune ambiguïté, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de vous poser la première question, j'aimerais qu'on regarde ensemble la carte de la zone CFA, justement, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors en fait, il y a deux zones CFA, le groupe de l'Afrique de l'Ouest en jaune clair qui rassemble 8 États, on va les nommer, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et en jaune, on va dire foncé, c'est du jaune foncé à la droite, le second groupe qui rassemble 6 États d'Afrique centrale, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Alors faisons simple, Nicolas Agbo, est-ce que le franc CFA est une monnaie néocoloniale, ou dit autrement, est-ce que ces pays sur la carte qu'on vient de voir sont dans l'allégeance ou soumis aux autorités financières françaises? Bien, merci d'abord pour l'invitation. Et d'entrée de jeu, nous devons dire tout de suite que le franc CFA, comme dit son nom, le franc des colonies françaises d'Afrique, est une propriété à 100% de la France qu'il a inventée en 1945, conformément à l'article 1 du décret 45-01-36. Je dis bien un décret. C'est une monnaie qui est purement nazie, et je pèse mes mots, et je parle depuis Paris, et j'ai fait un livre dans ce sens. Donc, comme nous n'avons pas le temps, pour que ceux qui nous écoutent pour la première fois comprennent, il y a ce qu'on appelle les institutions et les 4 principes qui maintiennent en captivité les Africains utilisateurs de ce franc colonial. Au niveau des institutions, nous devons signaler tout simplement qu'il y a les 3 banques centrales qui sont la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCC, la Banque centrale des Comores. Tous ces 15 pays utilisateurs du franc des colonies françaises d'Afrique n'ont pas la souveraineté monétaire. Et pour aller plus vite, il faut rappeler que leur monnaie, leur soi-disant monnaie, se produit
en France, précisément à Chamalières. À Clermont-Ferrand, dans la zone bordelaise. Voilà. Et toutes les décisions sérieuses, les plus importantes, sont prises par Paris. Alors, pour mieux comprendre, pour rentrer dans le vif du sujet, pour qu'on comprenne bien, les pays de la zone CFA sont contraints au jour d'aujourd'hui de verser 50% de leurs recettes d'exportation à la Banque de France ou au Trésor. Vous pourriez nous expliquer les contraintes appliquées sur les économies africaines, justement? Très bien. Donc, ça, c'est rapidement ce que j'appelle les institutions. Maintenant, comme au niveau des institutions où se prennent les décisions capitales, comme si ça ne suffisait pas, il y a 4 principes qui sont ce qu'on appelle le principe de la centralisation des changes ou bien les comptes d'opération. Deuxième principe, c'est le principe de la libre convertibilité des francs CFA. Troisième principe, c'est le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro, aujourd'hui, qui est fixe avec le franc français. Et enfin, le 4e principe, c'est le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France et le reste du monde. Alors, ces 4 principes ont été conçus à l'époque coloniale par et pour les colons, autrement dit pour les avantages de la France. Donc, nous allons rapidement relever quelques inconvénients au niveau de la centralisation des changes qu'on appelle les comptes d'opération. Parlez-nous des contraintes. Cela veut dire ceci. Depuis 1945 jusqu'en 1973, la totalité, tout ce que les Africains gagnent en exportant, en vendant à l'extérieur, tout ce qu'ils gagnent, qui est libéré en dollars, en yens et en un mot, en devises qu'on appelle les monnaies étrangères, toutes ces devises sont déposées dans un compte courant ouvert au Trésor public français. Et ça, on leur donne en contrepartie, c'est-à-dire la France récupère, admettons, s'ils ont eu pour 1000 milliards de dollars, les 1000 milliards de dollars sont déposés au compte d'opération, dans les comptes d'opération, et en contrepartie, la France appuie sur sa machine qui se trouve à Chamalières, fabrique les faux billets qu'on appelle le franc CFA, et on donne ça aux Africains. Donc, un instant, donc si les pays africains exportent des marchandises, les recettes en devises, au lieu de les utiliser pour, je ne sais pas, acheter des machines pour transformer les matières premières sur place, ou asseoir une réelle politique industrielle, ou encore avoir une marge pour un budget, pour des économies publiques en Afrique, une moitié de ces gains est déposée au sein de la Banque de France. C'est bien ça? Oui, je suis en train de vous rappeler que de 1945 jusqu'en 1973, c'est bien la totalité, ce n'est pas 50%. Mais aujourd'hui, c'est... Ensuite, de 1973 jusqu'au 20 septembre 2005, la France, dans sa générosité, a dit il faut que maintenant ça soit 60%. 65%. C'est-à-dire si les Africains ont vendu, admettons, pour 65 milliards de dollars, non, pour 100 milliards de dollars, ils donnent à la France 65 milliards. Et aujourd'hui, on est à 50%. Et maintenant, depuis le 20 septembre 2005 jusqu'à la seconde où nous parlons, c'est 50%. Les inconvénients sont nombreux, mais nous allons dire, et c'est ce que vous venez de toucher, c'est que les pays africains, étant dépouillés de façon systématique de leurs devises, ils ne peuvent pas importer des machines, les biens d'équipement dont ils ont besoin pour s'industrialiser, c'est-à-dire transformer leurs nombreuses matières premières en produits finis. Lesquels produits finis, on le sait, génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Donc, la France a bloqué structurellement par ce mécanisme l'industrialisation des Africains. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais on va aller très vite. Deuxièmement, parmi les différents comptes
c'est-à-dire que le principe de la libre convertibilité. Le principe de la libre convertibilité, ça veut dire, contrairement à l'idée faussement répandue, on dit que le franc CFA est une monnaie convertible. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. On appelle monnaie convertible une monnaie comme l'euro, comme le dollar, qui, si vous l'avez dans la poche, vous allez dans n'importe quel pays, comme par exemple l'Algérie, vous arrivez avec cette monnaie et vous allez dans une banque et on vous change. Nicolas Gbagbo, on va en parler, je voudrais... Donc, le principe de la libre convertibilité, c'est que le franc CFA, dans la réalité, n'est pas convertible. Même entre les pays africains de la même zone, eh bien, les francs CFA ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire ne sont pas convertibles entre eux. Exemple, celui qui a les francs CFA de la BCEAO, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, et qui va en Afrique centrale, il ne peut pas les utiliser sur le marché. Et réciproquement, il faut tous qu'ils passent par la France, c'est-à-dire passer par l'euro, etc. Nicolas Gbagbo, on va en parler en deuxième partie. La question centrale, c'est de dire, mais pourquoi dit-on que la monnaie, le franc CFA est convertible? Dans la réalité, cette convertibilité dont on parle, ça veut dire c'est un enrichissement sans cause de la France sur le dos des Africains, et ceci en 4 occasions. On va en parler, M. Gbagbo. Un instant. Donc, les gros exportateurs, les gros exportateurs africains, comme par exemple la Côte d'Ivoire, qui a produit par exemple l'an dernier 2,5 millions de tonnes de cacao. Le cacao ivoirien représente, on le rappelle, 45% de la production mondiale, ou même des pays importateurs sont contraints de convertir leur franc CFA en euros ou en dollars. Le Trésor français doit donner son aval, donc il aurait le pouvoir de valider ou d'invalider ou même d'altérer ces échanges. C'est bien cela? Bien. Alors, je voudrais quand même, avec votre permission, que les Africains qui nous écoutent sachent pourquoi on dit que pourquoi le principe de la libre convertibilité existe. Donc, c'est très important. Il y a un enrichissement sans cause de la France en 4 occasions. Première occasion, lorsque les Africains vendent à l'extérieur et qu'ils ont les devises, eh bien, ils ne peuvent pas utiliser ces devises-là en Afrique. Il faut que ces devises soient converties en francs CFA. Et qui peut convertir ces devises en francs CFA? C'est la France. Ça, c'est la première occasion de la France de s'enrichir sans cause. La deuxième occasion, c'est l'endettement. Lorsque les pays africains de la zone franc CFA s'endettent, donc obtiennent les devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, il faut les convertir, par exemple, s'ils veulent utiliser en CFA. Qui peut convertir en CFA? C'est la France. Ça, c'est la deuxième occasion. La troisième occasion, c'est le transfert des devises, surtout de la diaspora. Lorsque un membre de la diaspora envoie de l'argent à des parents, par exemple des dollars, etc., on ne paye pas en dollars, on paye en francs CFA. Qui convertit en CFA? C'est la France. Et enfin, la quatrième occasion, ce sont les dons et l'APD, c'est-à-dire l'aide publique au développement reçue en devises. Tout ça, c'est pris par la France qui, en contrepartie, donne des francs CFA. Très bien, Nicolas Gbagbo. Maintenant, j'aimerais qu'on avance. Dites-moi, alors pourquoi, s'il y a tellement de contraintes, pourquoi ces pays africains ne se désengagent pas de la zone CFA? On sait qu'au cours de l'histoire, il y a eu des périodes d'entrée et de sortie de ces pays. Par exemple, le Togo de Sylvanus Olympio est sorti dans les années 60 pour créer sa propre monnaie et le Togo est revenu, après la mort d'ailleurs de Sylvanus Olympio. Le Mali de Modibo Keïta est sorti en juillet 62 pour revenir en 1984. La Mauritanie est sortie en 73 sans jamais revenir. Il y a même des pays qui n'ont pas été des colonies françaises comme la Guinée équatoriale ou la Guinée-Bissau qui ont demandé à rentrer dans la zone franc CFA. Donc finalement, est-ce qu'on ne confond pas un débat politique avec un débat économique dans cette histoire? Très bien. Eh bien, ces pays-là, on appelle de la souveraineté, on parle de la souveraineté des États. La souveraineté des États, on parle même de ce qu'on appelle le triangle de souveraineté. Le mot triangle, c'est 3 points.
le premier point, c'est la monnaie. Le deuxième point, c'est la défense-sécurité. Et le troisième point, c'est le droit positif. Ce qui veut dire que lorsque vous n'avez pas de la monnaie, vous n'avez pas la souveraineté monétaire, vous ne pouvez pas vous enrichir, vous n'aurez pas les moyens pour acheter les armes puissantes pour défendre le pays. Mais pourquoi ces pays africains ne sortent pas, donc, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas de souveraineté? Pourquoi ils ne décident pas de sortir, justement? Très bien. Pourquoi ils ne sortent pas? Parce que, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est que la plupart des dirigeants africains, ce qu'on appelle les présidents africains, en des cas particuliers, sauf des cas particuliers, ils sont mis là par la France. C'est-à-dire, vous-même, vous le savez, celui qui a pris le pouvoir d'État dans son pays, grâce à la France, celui-là, c'est un obligé de la France. Or, la France maintient en captivité, en colonisation nouvelle qu'on appelle la néocolonisation, tous ces pays à travers la monnaie. Exemple, si vous vous rebellez contre la France n'a qu'à mettre sa main, un blocage sur les francs CFA, puisque c'est elle qui produit les francs CFA, et vous avez affaire à tous vos compatriotes. Nicolas Gbot, justement, parlons de cette France. La France qui défend le franc CFA et qui nous fait remarquer que le franc CFA a quand même permis l'intégration des économies des pays concernés. Mais quand on jette un coup d'œil sur les échanges entre les économies CFA, c'est moins de 15%. Donc l'intégration monétaire n'est pas au beau fixe. Malheureusement, je n'ai pas très bien compris votre question. L'intégration, alors le franc CFA, les défenseurs du franc CFA nous disent que le franc CFA a permis une intégration des économies africaines. Et quand on voit le taux des échanges des économies africaines, il est à peu près de 15%, alors que les économies en Europe sont à peu près de 60%. Donc l'intégration économique n'est pas validée, n'est pas réelle. Oui, nous sommes totalement d'accord. C'est encore une des conséquences majeures. Parce que l'intégration économique dont on parle, pour qu'il y ait intégration économique réelle, il faut effectivement que les citoyens concernés échangent des biens entre eux, surtout les biens finis et les produits finis. Or, tous ils sont rivés, tous ces pays, ils sont rivés vers la France et ils sont contraints par l'exportation des matières premières. C'est pourquoi nous luttons d'ailleurs avec acharnement pour dire qu'il faut liquider le franc CFA. En lieu et place, mettre une monnaie typiquement africaine. Laquelle monnaie africaine va permettre aux Africains de prendre en main leur destin, c'est-à-dire va permettre aux Africains d'acheter des biens d'équipement, industrialiser les pays, c'est-à-dire transformer les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée. Mais Nicolas Gbot, c'est quoi la solution? C'est un panier de monnaie, c'est une monnaie plus flexible, on peut garder quand même une zone d'intégration économique, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'Afrique est un continent, les populations sont jeunes et on a besoin donc d'activités, on a besoin d'entreprendre, on a besoin d'emplois, donc des politiques publiques souples. Mais l'Afrique s'appauvrit avec une immigration qui prend le large et qui fait beaucoup de mal au développement de ces pays. Mais c'est quoi la solution concrètement? Très bien. Écoutez, la solution pour nous, elle est connue. Il y a pour nous 3 solutions salvatrices de l'Afrique, auxquelles s'ajoute une 4e. Mais les 3 solutions salvatrices sont 1. La monnaie unique africaine. 2. L'industrialisation, c'est-à-dire la transformation des matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Ça, c'est la 2e solution. 3e solution, c'est la formation de l'État fédéral africain qui aura, selon nous, 6 compétences. Les 6 compétences sont, d'abord, 1, il y a les compétences naturelles, puisque nous formons un même État. Donc tout ce qui concerne la douane, tout ça, c'est géré par
l'État fédéral. Deuxièmement, Peut-être- il faut avoir ce qu'on appelle la même politique étrangère, c'est-à-dire la même diplomatie, etc. Troisièmement, nous avons les mêmes PTT. Et à ces trois compétences s'ajoutent les trois autres, à savoir, nous allons utiliser la même monnaie qui, justement, va permettre aux Africains d'avoir prise sur leur propre destin, se débarrasser du FMI et de la Banque mondiale. Ensuite, quand on a la même monnaie, on a la même défense. Vous parlez d'une monnaie unique ou d'une monnaie commune? Qui sera financée par la monnaie unique africaine, et on va mettre hors d'état de nuit tous les terroristes, et l'Afrique va devenir un havre de paix, comme on le voit dans tous les États fédérés, comme aux États-Unis d'Amérique, au Canada, un peu partout. Et enfin, la sixième compétence, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire permettre, l'État fédéral va veiller à ce que tous les pays africains qui sont membres de l'État fédéral, eh bien, soient obligés, je dis bien obligés, de transformer sur le continent africain leurs matières premières. Alors, Nicolas Gbagbo, est-ce que, on a compris à peu près les solutions que vous préconisez, mais est-ce que selon vous, cette génération de dirigeants africains, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, même Idriss Déby, dont le père avait, avant de mourir, avait critiqué le franc CFA, est-ce que cette génération, est-ce que vous pressentez qu'elle peut-être va en finir avec ce corset que vous nommez le franc CFA, qui enquiste la croissance ou le développement africain? Bien, merci de poser cette question. Eh bien, nous avons beaucoup d'espoir dans ces jeunes qui prennent le pouvoir ici et là, et nous attendons avec impatience que ces nouveaux dirigeants soient logiques jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ce que vous venez de citer, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les autres, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils contestent l'autorité de la France et rester encore dans la zone franc CFA. Parce que celui qui produit le franc CFA, c'est la France. Donc, nous attendons d'eux qu'ils posent cet acte salutaire, à savoir, puisque nous avons fini avec ce néocolonialisme, nous prenons notre propre destin en main. Et non seulement ils doivent inventer ici et maintenant une monnaie unique, mais en même temps poser les bases de l'État fédéral africain. Et les autres viendront. N'oublions pas que l'Union européenne aujourd'hui, ils ont commencé à 6. Donc les événements majeurs qui se produisent nous donnent beaucoup d'espoir. Et inévitablement, nous allons y arriver. Parce que nous disons, nous pouvons créer l'État fédéral africain au maximum, j'insiste dessus, à moins d'un mois. Ce sont des décisions politiques. Il en est de même pour la monnaie unique africaine. La monnaie unique africaine peut se créer aussi très rapidement, en 3 temps. Premier temps, on demande à tous les États africains qui veulent contribuer à la création de la monnaie unique, à chaque gouvernement de se réunir. Et chaque ministre, chaque gouvernement prend une décision de participation à la création de la monnaie unique africaine. Eh bien, cette décision est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Nicolas Gbagbo, rapidement. Loi, on va dire que c'est lundi, est déposé le mardi au bureau de l'Assemblée nationale pour que les représentants du peuple donnent leur avis favorable. Eh bien, à 80, sinon à 99%, ils vont dire que nous sommes d'accord pour contribuer à la création de la monnaie unique. Ça, c'est deuxième temps. Et enfin, le mercredi, puisque tous les États africains sont d'accord pour créer la monnaie unique africaine, le mercredi, ils appuient sur la machine et la monnaie unique africaine, les billets de la monnaie unique sortent. Nicolas Gbagbo, il faut conclure. On termine l'émission dans pas longtemps, il faut conclure, s'il vous plaît. Bien. Pour conclure, nous disons l'avenir de l'Afrique se trouve dans les mains des Africains. L'avenir de l'Afrique se trouve dans les mains de l'Africain et n'est nullement ailleurs. Et pour ça, pour que l'Afrique non seulement puisse résoudre ses problèmes actuels,
Mais avoir prise sur la gestion du monde, il y a 3 solutions. Monsieur Agbo, la première solution, répétons-le, c'est la monnaie unique africaine. C'est cette monnaie unique africaine que le colonel Kadhafi voulait créer. Voilà pourquoi il a été abattu. Ce sera le mot de la fin. C'est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation des matières premières en produits finis sur le sol africain. Et enfin, 3e solution, c'est l'État fédéral africain. On l'a entendu. Merci beaucoup, monsieur Agbo. Aujourd'hui, on parle des BRICS. On parle des BRICS. On est obligé de rendre... va dans les BRICS avec quoi? Merci beaucoup. Il faut que les Africains aillent chez les BRICS avec leur monnaie unique africaine. C'est ça qui est le salut de l'Afrique. Merci beaucoup, professeur Nicolas Agbo. Merci d'avoir été des nôtres. Le franc CFA a tout un sujet, loin d'être épuisé, comme vous le voyez. Il y a tellement de choses à dire. On espère en tout cas avoir été plus ou moins clair. Le professeur Nicolas Agbo l'a été en tout cas, je le remercie. L'échiquier international arrive à sa fin. Bonne continuation sur Al24 News et un prochain rendez-vous.